Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je suis tombé ce matin sur un titre de la presse algérienne qui m'a littéralement sidéré. Je vais vous le lire. Écoutez bien, chaque mot compte. Le surtitre, l'Algérie mise sur l'intelligence artificielle pour s'affranchir de la rente pétrolière. Rien que ça. Et dit aussi simplement que ça. Pour s'affranchir de la rente pétrolière. Ça, c'est le surtitre. Alors le titre, écoutez bien et attachez vos ceintures, c'est l'heure du décollage. Et enfin, la première phrase du chapeau, l'économie du savoir est l'une des priorités du président Tebboune. Vous avez compris, vous, parce que ce n'est vraiment pas mon cas. Je sais que la presse algérienne ne recule devant aucune absurdité pour flatter le régime dans le sens de ses moustaches, mais là, franchement, c'est à vous faire freiner ABS. On est en train de nous dire, d'un régime qui n'a jamais rien fait d'autre que de dépenser l'argent de la rente pétrolière pour acheter la paix sociale et arroser ses relais partisans, qu'il a décidé de se passer de cette rente pétrolière et de faire vivre le pays grâce à l'intelligence artificielle. Et même que le décollage est imminent. Rien que ça. Mais d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, selon un site scientifique et en termes simplifiés, l'intelligence artificielle est souvent classée dans le groupe des mathématiques et des sciences cognitives. Elle fait appel à la neurobiologie computationnelle et à la logique mathématique. Elle utilise des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. L'intelligence artificielle fait référence à des systèmes ou des machines qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer des tâches et qui peuvent s'améliorer en fonction des informations collectées grâce à l'itération. Voilà. Et c'est avec ça que, sous l'impulsion éclairée de M. Tebboune, le régime a décidé de se passer du gaz et du pétrole. Un régime qui consacre l'essentiel des revenus du pays pour acheter des armements, parce que ça rapporte beaucoup de commissions. Un régime qui a créé du jour au lendemain une jungle de milliardaires, dont certains en dollars, dont la seule vocation est de vampiriser les ressources du pays. Un régime incapable de réaliser les infrastructures les plus élémentaires, dans tous les domaines, santé publique, éducation, université, routes, autoroutes, hydrauliques, réseaux d'eau potable, totalement incompétent, totalement inefficient, un régime incapable de produire une aiguille en système totalement intégré, un régime dont 98% des ressources proviennent des seules ressources hydrocarbures, un régime dont tous les membres se soignent à l'étranger pendant que les citoyens crèvent dans les mouroirs algériens, faute de soins appropriés, un régime dont l'impéritie, la gabegie, l'improvisation ont naufragé le pays, ne laissant pas d'autre choix à sa matière grise et à sa jeunesse que de s'expatrier ailleurs. Pour résumer, un régime qui ne saurait pas gérer une épicerie et qui nous dit, toute honte bue, que le président Tebboune a décidé de miser sur l'intelligence artificielle pour s'affranchir de la rente pétrolière. Vous imaginez? L'Algérie ne va plus vivre de ses ressources pétrolières, mais de l'intelligence artificielle qu'elle va installer. Un peu comme cette sommation du même Tebboune à 3 secteurs très importants du pays et à toutes les municipalités de passer à l'énergie solaire dans un délai de 3 mois. Ou de cette autre sommation qu'il a faite au gouvernement de doubler la production de blé. Ou de cette autre de mettre en place dès le mois de mars 2022 une allocation
chômage et autres lubies du genre. Nous reviendrons sur ce sujet, mais aujourd'hui, nous allons traiter de cette répression exercée par le même régime sur les militants qui le contestent, sur la grève de la faim des prisonniers politiques et des détenus d'opinion. La société civile tente, vaille que vaille, de faire front de 1001 manières, d'interpeller les consciences et les opinions publiques internationales, de dénoncer l'instrumentalisation d'une justice aux ordres et d'apporter son soutien aux familles des détenus. Un front vient de voir le jour, le front contre la répression, dont les premières assises se sont tenues hier à Alger. C'est le signe d'un frémissement de la société civile et une synergie heureuse qui pourrait voir se cristalliser des initiatives et d'autres qui ne pêchent que par leur absence de coordination les unes avec les autres. حر للممات لو كان ما جابوا الحرية عمرها لا جات شم ريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب المصدر قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة بديتو انتوم علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة ضربوك بخوك والخاوة على بعضها حقدة لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي ولاد الحومة قاع يسقسو قدام بنتي لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي ولاد الحومة قاع يسقسو قدام بنتي يما راني من فيها من بنتك شراب ليا. Algérie, un front contre la répression est né. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Amira Bouraoui, médecin et activiste politique, Adel Jabbar, analyste politique depuis Montréal, Amira sera avec nous depuis Alger, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme depuis Alger, et Wahid Benhalla, cadre dirigeant du MDS depuis Alger, qui nous a demandé de ne pas le garder trop longtemps et avec lequel nous allons donc commencer. Wahid Benhalla, merci d'être des nôtres. Et aussi salutations à vos téléspectateurs. Et merci. À vous inviter, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, un front contre la répression est né. Vous pouvez nous en dire plus? Voilà, comme tout Algérien et Algérien, ce que l'Algérie traverse une période, on va dire, un climat, vit un climat de terreur. Et ça, sans bien sûr oublier de dire que c'est toujours lié au hirak révolutionnaire pacifique du peuple algérien.
Donc par rapport à ce climat de terreur, le 1er novembre, le PAD a annoncé un appel pour la création d'un front anti-répression qui voulait bien sûr élargir au maximum de forces qui subissent bien sûr maintenant, qui étaient des forces qui est directement au Hirak, mais aussi en dehors, qui condamnent bien sûr les répressions, surtout les arrestations, les poursuites, les contrôles judiciaires abusifs, la détention préventive qui est devenue une mesure de détention administrative. Tout ça, on a voulu élargir. On a eu une première plénière qui s'est tenue le 13 novembre. Il s'agissait déjà d'élargir un premier noyau en dehors du PAD. On a pu rassembler des forces sur lesquelles, bien sûr, il y a eu un débat sur la répression. On a débattu sur le constat, le constat on va dire, de cette dérive autoritaire. Après ça, on a fait une autre rencontre, une autre plénière, le 24 décembre, au niveau, bien sûr, du siège du FCD, où il s'agissait, bien sûr, de sortir avec un texte de charte du Front anti-répression, mais aussi avec un texte de proclamation. Entre-temps, il y a eu, comme vous le savez, beaucoup de pression. Premièrement, vous savez, comme vous le savez peut-être, vos invités ou les téléspectateurs, que le coordinateur national du MDS est détenu depuis 8 mois par rapport à ses déclarations politiques et ses positions politiques. Mais il y a eu aussi les poursuites, enfin les mesures contre le PST ou ce qui a été touché par des mesures de suspension de ses activités et fermeture de ses locaux. La même chose pour l'UCP. Le RCD a été inquiété par rapport à son président Maxime Abbas par des poursuites judiciaires, mais aussi il a été carrément interdit de tenir des activités par rapport en dehors. Mais au-delà. Attendez, c'est important de rappeler l'historique. C'est important de rappeler l'historique allez-y, je vous en prie. Parce que les gens, depuis le 1er novembre jusqu'à hier 5 mars, les gens peuvent se poser les questions pourquoi ça a tardé. Et il faut dire qu'entre-temps, il y a eu le Covid, cette répression, bien sûr. Le climat de terreur en lui-même a rendu difficile la création de ce front anti-répression. Hier, il s'agissait d'une proclamation solennelle par rapport à dire qu'il y a des Algériennes et des Algériens qui sont là, qui résistent par rapport à ce rouleau compresseur, donc ce climat de terreur. Elles sont là, elles sont fidèles bien sûr toujours aux revendications légitimes du peuple algérien qui sont bien sûr apparues dans le Hirak du 22 février, mais aussi elles disent voilà qu'il y a 4 points sur lesquels on peut créer un front large, où il n'y a pas, en fait, quand on peut éviter tous les clivages politiques, idéologiques. Nous allons y arriver, si vous permettez. Nous allons y arriver. Mais au-delà de l'intention, au-delà du constat très lourd, tragique que vous faites, et au-delà de cette proclamation solennelle, quelle est votre feuille de route? Quels sont vos objectifs? De quels moyens vous allez vous doter? Voilà, déjà, bon, peut-être les gens, peut-être il y a eu un live hier, peut-être c'est pas tout le monde qui a vu. Il y a eu un débat riche, déjà il y a eu des propositions d'action. Mais on est sorti à la fin de cette rencontre d'hier avec une coordination. Cette coordination, elle doit justement créer le cadre organisationnel de ce front, elle doit réfléchir sur le cadre organisationnel de ce front, mais aussi arrêter les mots des moyens d'action. Il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu des gens qui ont proposé de créer un livre noir de la répression, tout. Réellement inscrire tout, faire on va dire, l'inventaire de toutes les formes de dérives autoritaires, surtout juridiques, sécuritaires, concernant les hirakistes. Mais il y a eu aussi des gens qui ont parlé de créer des plateformes pour sensibiliser, pour informer. Il y a eu aussi des idées comme comment créer des implantations locales au niveau de ce front. Mais ça reste au niveau de la proposition. La coordination, elle est chargée justement de créer ce cadre. Mais ce qui est sûr pour nous, que si cette initiative n'arrive pas à avoir un ancrage populaire,
elle ne sera pas, elle n'atteindra pas ses objectifs. C'est-à-dire les Algériens, ils veulent que, en fin de compte, sortir des cadres formels pour. Je ne dirais pas que le cadre formel est désuet ou il n'est pas intéressant, mais il faut que le cadre formel ou organisationnel ait un impact réel sur Et le terrain. comment faire en termes réels, comment faire pour avoir un véritable ancrage populaire? Déjà, la première des choses, je tiens, et ça serait important, hein, je tiens à m'excuser auprès de certains et certaines qui nous ont appelés hier, qui étaient peut-être, qui étaient un petit peu gênés, ou la machine, qui ont peut-être, peut-être qui on les a pas informés, on sait ce qu'ils ont pris d'eux, peut-être on n'a pas fait l'effort qu'il faut, déjà. Donc c'est un constat qu'il y a une disponibilité, c'est-à-dire il y a déjà des Algériens qui ont trouvé ce terrain commun. Comment faire l'ancrage? C'est-à-dire c'est comment trouver des actions concrètes qui peuvent mobiliser des Algériens. On était dans un procès de droit détenu au niveau du tribunal de Bab-el-Oued, et il y a eu des Hératistes qui sont là, qui sont venus comme ça spontanément pour montrer leur solidarité. Le procès, je dirais, cette forme spontanée doit justement se lever à un niveau organisationnel. C'est-à-dire s'il faut, je dis comme ça, comme piste de travail, s'il faut organiser demain ces formes de sitting, au niveau des tribunaux, au niveau des procès, au niveau des prisons, aussi organiser les familles de détenus pour qu'ils aillent dans des actions qualitatives pour dénoncer parfois la détention abusive et surtout par rapport aux délits qu'on a collés à leurs membres de famille et qui sont bien sûr qui ne voient aucune perspective par rapport à leur jugement. Aussi les gens qui ont perdu aussi leur travail. On demande les 4 points, j'ai oublié de citer les 4 points tout à l'heure, c'est important hein, parce que j'ai oublié. Donc c'est la libération des détenus. Je m'excuse, je passe vers un autre sujet parce que c'est important pour continuer le débat. Donc libérer les détenus, arrêter la répression, rétablir les libertés démocratiques et bien sûr travailler pour abroger l'article 87-10 et 144. Et vous ne craignez pas vous-même d'être à votre tour réprimé? Le régime, comme vous le savez très bien, est là aux aguets à guetter quiconque bouge une oreille pour lui jeter le grappin dessus, article 87. Oui, vous ne craignez pas vous-même d'être cloué au pilori du régime? Bien sûr, nous, on est conscients en créant ce front, que les Algériens, les militaires, ils savent à quoi ils s'attendent. Mais aussi, si on laisse aussi le pouvoir instaurer ce climat de terreur, d'ailleurs, lui, en arrêtant notre camarade Tahar Khouas, qui était bien sûr une cheville ouvrière de ce front, à la veille de la tenue de ces gestes, il voulait installer ce climat de peur. Il voulait dissuader les gens de ne pas venir, de ne pas, maintenir cette date du 5 mars, de cette journée. Ça veut dire, bien sûr, on sera confronté à ce climat. Mais ce qui est sûr aussi, que c'est notre organisation, c'est aussi notre volonté, notre détermination qui doit s'élever je dirais, à une exigence par rapport à ceux qui étaient en prison. Je parlerai des détenus grévistes qui ont fait une grève de faim symbolique dans une date symbolique et qui ont pu, avec les moyens qu'ils ont, avec bien sûr leur corps, avec le risque par rapport à leur vie, à danger de santé, ils ont pu gêner le pouvoir. Ils ont pu le mettre à la gêne et d'ailleurs on a vu le résultat que, bon, il les a pas, bien sûr, il a démontré qu'il n'y a pas de grève de faim, il les a transférés, mais à la fin, il s'est avisé, il a bon, par rapport à cette jeudi il a enlevé le truc le jinayat, il les a rendus pour le jinayat. Donc ça, c'est des pistes de travail. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer aussi parfois de la détermination des gens. Et nous, bien sûr qu'il ne s'agit pas de mener les gens vers une forme d'aventurisme. Là. Il s'agit de trouver des actions concrètes qui peuvent aussi, à la limite, gêner le pouvoir par rapport à l'opinion nationale, mais aussi
par rapport à nos concitoyens qui se trouvent à l'étranger. Wahid Ben Hella, merci. Attendez, je voulais dire quelque chose d'important. Oui, allez-y. Quelque chose d'important pour notre communauté. Oui. Pour notre communauté. Il y a eu l'affaire Zouimia Doussar. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce pouvoir, il se targue de ramener nos concitoyens de l'Ukraine qui les ramènent, alors qu'on a un concitoyen qui est venu du Canada, ils l'emprisonnent. Et cet emprisonnement, l'objectif, c'est de faire peur aux Heratistes qui sont à l'étranger. Donc, nos frères qui sont à l'étranger, je leur dis... Vous parlez de Zouimia Rachid. Oui, Zouimia Doussar. Parce que c'est un message pour faire peur. Après avoir installé la peur ici en Algérie, ils veulent la transférer à la France. Donc, nos concitoyens qui sont là-bas doivent s'organiser dans une forme, je dirais, de lutte anti-répression, en faisant de l'affaire de Zouimia aussi une nouvelle forme d'organisation qui peut pour moi créer le front, je dirais, l'organisation future du Charak. Wahid Ben Hella, merci beaucoup. Je rappelle que votre premier responsable de votre parti politique, le MDS, se trouve en prison. Il a été mis en prison pour s'être exprimé politiquement. C'est le premier responsable de votre parti. Merci beaucoup. Alors, Docteur Amira Bouraoui est avec nous. Amira, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir aux auditeurs ainsi qu'à vos invités. Merci. Amira, alors, un front est né, ils se sont réunis, ils se sont rencontrés, ils ont discuté, ils ont décidé d'une feuille de route, ils ont décidé d'initiatives et d'autres, d'un programme et d'autres, ils ont fait une proclamation solennelle, comme vient de nous le dire Wahid Ben Hella. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Nous allons faire un bref tour de micro pour pouvoir donner la parole à chacun un peu plus longtemps par la suite. Amira Bouraoui. Alors, je ne peux que saluer l'initiative. J'ai toujours salué toutes les initiatives qui ont pu voir le jour afin de militer et de résister face à comme l'appelait l'intervenant du MDS, le Wahid Ben Hella. Ça ne m'étonne. Exact, Monsieur Wahid Ben Hella. Et puis ça ne m'étonne pas que ces rencontres aient lieu justement au niveau du MDS, qui a toujours gardé ses portes ouvertes. Vous savez, quand Barakat est né en 2014, c'est le MDS qui nous a donné les locaux pour qu'on puisse se réunir, etc. Donc ils ont toujours été. C'est vraiment un parti démocratique et c'est désolant que le président de parti soit derrière les barreaux depuis maintenant 8 mois. Je ne peux que saluer cette initiative, la soutenir aussi, mais ça peut pas rester dans les rencontres. Nous avons écrit un texte, nous avons ceci. Vous savez, avec ce régime, c'est une sorte de bras de fer, et c'est les actions qui comptent. C'est les actions de terrain qu'il faut. Je reviens à vous, Amira, je reviens à vous pour vous demander de nous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, puisque ce genre de rencontre ne suffit pas à lui tout seul. Je reviendrai à vous. Adel Jabbar, analyste politique depuis Montréal, alors au sujet de cette initiative. Adel Jabbar. Bon, je commencerai par une citation d'un homme politique qui disait qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Je suis très content de ce genre d'initiative et d'autres, toutes celles qui consistent à organiser la société civile ou les citoyens algériens autour d'objectifs clairs et ont pour but de contrer cette dictature. Donc je suis très heureux. Cependant, je relève une chose, c'est que ça ne doit pas être un consortium de copains qui vont s'ériger en francs en excluant d'autres. J'aimerais bien que cette organisation puisse s'ouvrir à tous les Algériens de toutes les obédiences possibles qui dépasseront les idéologies et la partisanerie pour intégrer le plus possible de gens qui ont une influence sur la société et qui pourront mobiliser les Algériens pour lutter contre cette dictature. Je serai heureux aussi qu'il y ait d'autres initiatives qui seront prises par d'autres Algériens. L'objectif étant unique,
Et c'est le combat à mener contre cette dictature. Très bien. Et nous allons justement demander à Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme depuis Alger, et qui est un des organisateurs de cette rencontre, de ce front, de cette initiative. Saïd Salhi, merci d'être des nôtres. Bonsoir, Si Jamal. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes un membre fondateur de ce front. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour un premier tour de micro? Alors, pour ce front, bon, il faut dire que c'est pas la première fois que des Algériens, des militants, des organisations se rencontrent, se concertent, essayent de s'organiser. Les Algériens sont dans la résistance depuis des mois maintenant. Donc, ce front, ce n'est qu'un prolongement, justement, de toute cette dynamique, de toute cette résistance pacifique du peuple algérien contre la dictature, contre la répression. C'est un espace, donc voilà, qui s'offre aux Algériens. Comme le dit bien le nom, c'est un front pluriel, c'est un front donc qui permet justement des jonctions de toutes les initiatives, de toutes les formes de résistance qui existent encore en Algérie. Il faut dire qu'en Algérie, les peuples algériens résistent pour preuve justement cette poursuite de la répression, les arrestations de chaque jour. Donc aujourd'hui, nous avons senti vraiment cet impératif de se retrouver, voilà, de reprendre aussi l'initiative, de reprendre la parole publique, et puis surtout de se doter d'un cadre pour être plus efficace. Donc le front, j'ai bien entendu justement toutes les interventions, notamment la dernière intervention du monsieur. Alors ce front-là n'a pas la prétention ni de s'ériger en tant que tutelle des Algériens, ni de s'ériger en tant organisation. Bien au contraire, il a été dit clairement dans la charte donc du front, mais aussi dans la proclamation officielle du front. C'est une initiative justement qui est ouverte à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, à tous ceux justement et celles qui s'organisent, qui résistent, qui luttent contre la répression et pour les libertés. Donc pour le mandat, ça a été dit bien par mon ami donc Wahid, pour le mandat de ce front-là, il est clair, il s'organise autour de 4 points très clairs, notamment urgents, liés à l'arrêt de la répression, à la libération des détenus d'opinion et politique, mais aussi au rétablissement des libertés publiques et démocratiques de manière générale. Donc voilà un peu. Donc vous savez, pour nous, c'est pas la première fois qu'on s'organise. Il y a eu plusieurs initiatives, notamment politiques. Alors moi, c'est mon avis, c'est mon opinion. Il faut justement de s'entendre et de trouver un consensus. Je pense qu'aujourd'hui, on a le justement de s'entendre et de se retrouver face à la répression. Parce qu'aujourd'hui, la répression, justement, frappe tout le monde. Pardon, Saïd Saleh, vous avez parlé de 4 points. Vous avez parlé de 4 points, mais j'ai l'impression que vous n'en avez cité que 3. Alors bon, parce que moi j'ai cité comme ça, donc voilà. Mais donc j'ai parlé de la répression, j'ai parlé des détenus, j'ai parlé des libertés, mais aussi j'ai parlé, j'ai oublié l'abrogation donc des lois liberticides, notamment l'article 87 bis et l'article 144. Donc c'est un peu donc les 4 points, qui sont cités aussi dans la charte, mais dans la proclamation. Donc nous on veut. Au sujet de l'abrogation, vous parlez de l'article 87 ? Au sujet de l'abrogation des... Oui. 87 bis, oui, tout à fait. Voilà, d'accord. Alors, restez avec nous. Saïd Saleh, je reviens à vous dans un moment. Nous allons essayer de faire des tours de micro un peu dynamiques pour faire tourner un peu le... Alors, Amira Bouraoui, vous disiez... que oui, c'est très bien, mais qu'il ne suffit pas de se retrouver, d'en parler, mais qu'il faut aller vers l'action. Quel genre d'action préconisez-vous ou imaginez-vous ? L'action est claire. L'action, c'est la rue. L'action, c'est la rue, et ce qui pourrait faire pression, c'est la rue.
c'est la rue, parce que bon, on voit bien que bon, jusqu'ici, depuis ces 2 dernières années, on s'est dit peut-être qu'il y a eu des déclarations qui vont aller dans le sens de Hirak. Le président de la République désigné a dit clairement dans l'une de ses premières interventions qu'il tendait la main au Hirak. Ben, nous, on a vu qu'il a tendu la main que pour réprimer. Que pour jeter des gens dans des prisons, que détruire des familles, il y a plein de gens que je connais, puis ceux que je ne connais pas aussi. J'ai honte de ne pas retenir tous les noms des détenus. Il y a plus de 300 détenus, il y a des journalistes, il y a un avocat, il y a des femmes, il y a des hommes de tout âge, des jeunes. Et une quarantaine de grévistes de la faim. Exactement. Donc apparemment, ils ne cherchent pas jusqu'ici à vouloir les libérer. Et c'est clair que leur libération est une exigence, parce que c'est clairement, c'est des hirakistes qui sont en prison. Et s'il y avait eu vraiment un discours qui aurait pu convaincre ces gens-là, s'ils avaient vu qu'il y avait un changement, moi ça m'a fait rire. Votre introduction quand vous parliez de un régime qui cherche à l'intelligence artificielle, alors qu'il est en train de pousser l'intelligence naturelle à quitter le pays. Des milliers de médecins quittent le pays et je vois pas moi d'intelligence artificielle, je vois que de la bêtise aujourd'hui. Il ne les a pas libérés, et puis bien sûr qu'il faut qu'on résiste et qu'on libère les hirakistes. Et à ce moment-là, il faut se mettre en tête que Tebboune n'a plus que 2 ans à Al-Mouradia. Et pour ceux qui ont envie de faire réellement de la politique et de proposer des feuilles de route, de se mettre au travail. Adel Jabbar, 38e jour de grève de la faim, un front pour la répression qui vient de faire son apparition sur la scène politique, un régime qui n'a pas d'autre façon de s'exprimer que la répression. À votre avis? Le risque que j'ai, tant et aussi longtemps que le régime autocratique et dictatorial et bureaucratique est en place, c'est le risque de duplication de ce genre d'organisation. Donc il faut être extrêmement vigilant. On a bien vu comment ils ont dupliqué les syndicats, les organisations de masse, les ONG, les partis politiques. Ils sont très forts. Ce régime-là est la photocopie du KGB. Le DRS est lui-même l'otage d'un logiciel répressif. Il ne sait rien faire d'autre que réprimer, que faire des sales coups, des coups tordus, de faire de fausses accusations, d'opprimer des gens, de faire disparaître des gens. On les a vus en 90, de quoi ils ont été capables et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'apaisement, il n'y a rien à espérer de ce régime-là. La seule chose, et là je rejoins Mme Mouraoui, c'est le rapport de force qui doit tendre. Il faut inverser ce rapport de force. Pour le moment, notre peur nous a conduit à nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais si demain la rue reprend ses droits, à ce moment-là, ils vont réfléchir 10 fois. Quand la rue était forte, quand le Hirak était massif, même s'il n'était pas permanent, on sortait vendredi et mardi pour la journée des étudiants, mais si demain le Hirak revient de façon permanente, massive et totale, à ce moment-là, vous allez voir qu'ils vont reculer. Moi, j'ai vu la décriminalisation, l'accusation concernant Tajadid, etc., qui a été changée. J'ai entendu ce matin que Mohamed Abdallah, le procureur, lui a proposé 10 ans. Moi, je m'attendais à une perpétuité ou à une condamnation à vie. Je pense qu'il y a au jour d'aujourd'hui de petits gestes, mais ils sont insuffisants. Nous n'avons pas besoin de gestes. Nous avons besoin d'être écoutés. Et la seule voix qui doit être écoutée, c'est celle du peuple. Donc, le 7 et le 8 sont indiscutables. Alors, Saïd Salhi, effectivement, Mohamed Abdallah, ce sous-officier qui avait fui le régime, qui avait fui à l'étranger, qui avait été remis par l'Espagne au régime algérien dans des conditions scélérates, absolument condamnables. Le procureur a requis contre lui une peine de prison de 10 ans de prison, ce qui peut sembler plutôt clément pour ce régime, surtout après l'affaire de reclassement de l'affaire de plusieurs détenus depuis les assises à la correctionnelle.
Amir Abouraoui parlait d'action dans la rue. Adel Djebbal parlait de prolongement naturel, mot que vous aviez vous-même utilisé tout à l'heure. Un prolongement de ce genre d'initiative dans la rue, dans l'action. Comment le voyez-vous concrètement, Saïd Salhi, ce prolongement? Moi, je pense aujourd'hui, face à la répression, face justement à ce climat de peur qui s'installe, je pense qu'il y a l'urgence d'abord de se retrouver, de libérer la parole, d'offrir un cadre justement aux Algériens pour qu'ils puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent s'organiser de manière efficace. Vous savez qu'hier, il y a eu un long débat justement concernant toutes les tâches, concernant les défis, concernant l'analyse de la situation, face bien sûr aux réalités, de manière vraiment pragmatique, de manière sereine. Aujourd'hui, on l'a vu hier, il y a eu des gens, ils ont eu peur de venir à la réunion. Il faut pas se cacher de dire les mots, voilà. Mais aujourd'hui, je pense, avant de parler du terrain, avant de parler justement, de la rue, aujourd'hui, il y a une nécessité d'abord de s'organiser. Et c'est un impératif si on veut vraiment aujourd'hui, donner des prolongements à ce mouvement. Aujourd'hui, nous avons 330 détenus. Je vous assure que c'est pas évident. Jusqu'à maintenant, le travail de documentation n'est pas fait. On a entendu hier des témoignages vraiment émouvants des familles qui sont presque abandonnées. Des familles, qui sont abandonnées, seules. On n'arrive pas à organiser la solidarité. La solidarité aujourd'hui est criminalisée. Aujourd'hui, il suffit par exemple d'aider une famille qui est poursuivie sur l'article 87 bis. Des gens peuvent se retrouver poursuivis pour soutien au terrorisme. Donc c'est pas évident. La situation est vraiment grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est dit qu'il y a un travail d'information, un travail de vulgarisation, un travail de sensibilisation, mais aussi un travail qui doit justement permettre aux initiatives qui s'organisent encore sur le terrain, aux militants qui sont encore là en train de résister, de se retrouver, de discuter des stratégies, mais des stratégies qui collent aux réalités aussi. Il faut voir les réalités de face. Vraiment, le mot a été bien dit hier, on est dans la résistance. On est vraiment dans une phase de résistance, face au rouleau compresseur, face à cette répression, face à cette chape de plomb. Vous avez vu hier le front, il n'a pas été couvert. On a eu droit à 2 articles de presse, mais sinon toute la presse, tous les médias, que ce soit les médias publics, les médias lourds, ont boycotté cette rencontre. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce travail-là, vraiment de vulgarisation, d'information, Et ce travail aussi de solidarité. Aujourd'hui, le gros problème, si vous voulez un peu le poids du Chenilak, c'est les détenus, mais aussi leurs familles. Et on l'a bien dit aujourd'hui, hier, il faut aussi aider les familles à s'organiser. Je parle des familles des détenus. On a eu le témoignage d'une maman d'un détenu, pour voir son fils, il va faire 650 km en aller, donc en tout 1200 km avec des moyens vraiment dérisoires. Et puis, elle n'est pas informée, il n'est pas accompagné, il n'est pas soutenu. Je parle d'un cas, mais c'est des milliers de cas. C'est vraiment des cas, que ce soit pour les gens qui sont poursuivis en justice, qui n'arrivent pas encore à sortir de cet engrenage infernal, justement, d'harcèlement judiciaire. Des gens, ils sont chaque jour dans des procès, chaque jour dans des auditions, chaque jour dans, vraiment, c'est de l'harcèlement. Donc aujourd'hui, je pense il y a une nécessité, justement, de rationaliser tout ça, justement, si vous voulez un peu, de mutualiser les efforts. Je vais revenir à vous dans un moment, Saïd Salhi, pour vous demander justement comment faire. Nous allons profiter donc de cette tribune pour essayer de comprendre comment les Algériens pourraient se mobiliser pour aller dans la concrétisation de cette assistance, de cette aide, de cette mobilisation autour des familles de détenus. Nous allons voir justement l'épouse d'un détenu, l'écouter, voir ce qu'elle nous dit. Il y a quand même, je ne sais pas, un collectif, des rencontres, les familles. Parce que peut-être Mahkoum et la famille dans l'information, même la peine va être soulagée.
Et si je suis là, c'est pour apporter mon soutien à mon mari, parce que peut-être c'est la seule chose que je peux faire pour lui. Puisque c'est je vais apporter un grand soutien à toutes les familles des détenus. Je lance un appel. La rencontre à j'aurais aimé voir d'autres familles pour me soutenir. Je lance un appel à toutes ces familles, au moins un représentant je vous remercie beaucoup pour votre soutien. C'est pas je vous remercie de tout mon cœur. Merci pour ce témoignage. Amira Bouraoui, Saïd Salhi a parlé de peur, de résistance, de rouleau compresseur, de chape de plomb. Nous allons essayer de faire un tour de micro sur cet état d'esprit qui règne en Algérie, sur cette chape de plomb qui pèse sur le moral des Algériens, sur leur certitude même. Avant de revenir à ces familles, de voir comment les Algériens doivent se mobiliser pour essayer de leur venir en aide. Amira Bouraoui, vous-même, sur laquelle pèse une épée de Damoclès, rappelons-le, vous êtes réellement menacé de vous retrouver en prison. Et d'ailleurs, je ne vous remercierai jamais assez, ni ne vous exprimerai jamais suffisamment mon admiration pour ce que vous faites, pour ce risque que vous prenez en vous exposant ainsi. Amira Bouraoui, cette peur, en fait, pour appeler les choses par leur nom, en fait, c'est du terrorisme. Le régime est en train de pratiquer du terrorisme. Ça veut dire pour faire peur, pour terroriser les gens, pour les empêcher d'agir, pour les empêcher de revendiquer, pour les empêcher de se soutenir les uns les autres. Est-ce que je me trompe ? Absolument. Absolument, M. Benjenov, parce que, en fait, c'est une sorte de chantage affectif au milieu de votre famille. Enfin, j'ai vécu la prison et sincèrement, la première chose à laquelle vous pensez, c'est à votre famille. Parce que bon, vous êtes derrière les barreaux pour des convictions et rien ne vous ébranle en prison, attention. Vous êtes convaincu en y entrant et vous restez encore plus convaincu par rapport à votre idéal et les idées pour lesquelles vous vous battez. Donc quand vous vous retrouvez en prison, c'est au vôtre que vous pensez. C'est pour ça qu'il faut penser, oui, aux familles. Moi, je suis sortie de prison, j'ai pas perdu 1 kilo, mais ma mère en a perdu 10. Donc c'est clair que c'est aux parents qu'on pense, et aux enfants, la manière dont on vous ramasse de chez vous, devant vos enfants, qui ne comprennent pas pourquoi des gens en tenue viennent prendre leur maman, viennent prendre un papa, un frère, une sœur. Voilà, il y a des enseignants à l'université qui aujourd'hui n'osent même plus parler de leur affaire alors qu'elles sont sous contrôle judiciaire des professeurs d'université depuis des mois maintenant, qui signent tous les mardis ou tous les mercredis, qui vont signer au tribunal depuis des mois et qu'on a accusés d'être des terroristes alors que c'est des enseignants d'université, des terroristes parce que si on est kabyle, on est plutôt mac et puis voilà, on vous fait une étiquette et puis si vous êtes d'une famille conservatrice, vous êtes de tendance rachad islamiste et puis voilà, on vous met des étiquettes et puis on vous colle une étiquette de terroriste. Oui, c'est du terrorisme contre les militants, tout à fait. Adel Jabbar, sur cette question, sur cette peur qui règne dont nous parle Saïd Salhi, c'est vrai que beaucoup de gens, et moi j'en témoigne depuis le Magharibiya, beaucoup de gens que j'invite à participer à cette émission, même s'ils sont à l'étranger, vous imaginez, ils ont peur une fois rentrés d'être cueillis à l'aéroport, ils vous disent j'ai des enfants, j'ai des affaires en cours, si je rentre en prison, je vais faire faillite ou je vais perdre mon emploi, je ne peux pas, je suis désolé. Est-ce que nous pouvons considérer, comme vient de le confirmer Amira, que c'est réellement du terrorisme? C'est du terrorisme, c'est de la terreur.
Non, il n'y a pas un autre nom ni un autre qualificatif pour décrire la chape de plomb qui s'est abattue sur les Algériens et l'horrible répression, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Leur métier aujourd'hui, c'est de débusquer tout ce qui les dérange, donc des opposants qui sont qualifiés demain de l'étranger, de valets ou de vassaux de l'étranger, d'ennemis, et en fin de parcours, de terroristes. Et puis on leur colle des accusations de terroristes comme ça. Moi, ce que je voudrais dire, M. Salhi avait prononcé quelque chose en disant qu'il faut offrir aux Algériens un cadre où ils pourront s'exprimer. Je ne pense pas que la liberté puisse être offerte, elle s'arrache. Et elle s'arrache par la volonté du citoyen qui dépasse ses émotions, qui arrive à gérer ses émotions et qui arrive à transcender sa peur. Je dirais une chose, la peur est la maladie contagieuse qui se transmet le plus rapidement possible parce qu'elle se transmet par un clin d'œil. Les forces, il existe dans les lois de la nature et y compris dans le règne animal des forces qui régissent les rapports entre les hommes et qui stipulent qu'il est dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent à la peur et de respecter ceux qui résistent. Donc plus on a peur, plus on renforce cette dictature-là et plus elle nous réprime. Cette dictature n'a pas elle n'a pas d'éthique, elle n'a pas de valeur, elle ne sait pas faire autre chose que sa véritable et sa seule industrie, c'est-à-dire le mensonge, la répression, la violence et la prédation. Elle ne sait pas faire autre chose, elle n'a aucune considération pour les citoyens algériens. Vous vous rendez compte, vous sortez de chez vous le matin pour aller au travail ou aller au marché, vous n'êtes pas certain de retourner chez vous. On peut vous coller un dossier criminel aussi facilement que prendre un café. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse transcender nos peurs, parce que subir ou succomber à la peur ne peut pas faire reculer ce danger-là. Le danger est là. Et si on ne transcende pas les peurs pour nous opposer à lui, par tous les moyens pacifiques, nous allons périr sans gloire et nous allons voir disparaître un pays et son avenir, c'est-à-dire les générations montantes. Nous allons encore écouter un témoignage. باللي رانا في لحظه تاع ريزيستونس باسكو كاين ناس ما باش نكون نذكر مقبلات باللي ما قدروش كاين مضايقات عليهم ما قدروش يجوا هذا النظام وقلناها في النص باللي خذا طريق تاع الترهيب تاع الشعب الجزائري باش يبقى في السلطه نظام النفحه كما سماه فيه الراس اليوم عندنا عائلات مش هي قادره عائلات ما لقاتش شكون يعاونها باش يدافعوا على اولادهم عندنا معتقلين راهم منسيين ما باش كون جبد القفه مقبل وقال كمال عيسى الناس مش تلحقهم الماكله الناس يتحوزوا من الخدمه باسكو خرجوا قالوا انا حابين الشعب يكون سيد. احنا اليوم لنا درنا لو فرون وحددناه في 4 نقاط واضحه 4 نقاط واضحه نحبسوا الاعتقالات نخرجوا المعتقلين نرجعوا الحريات الديمقراطيه ونحوا لو كود القانون تاع 87 مكرر و144 هذه القاعده اللي تجمع. Saïd Salhi, avant de revenir, comme je le disais tout à l'heure, aux moyens et méthodes qu'il faut déployer pour essayer de venir en aide aux familles des détenus et aux détenus eux-mêmes, j'aimerais reprendre cette réflexion de Adel Jabbar qui nous a dit en substance que c'est la mentalité de victime qui suscite l'avènement du bourreau. C'est parce qu'il y a des gens avec une mentalité de victime que le bourreau sort de la lampe d'Aladin, j'allais dire. Cette peur dont vous avez parlé tout à l'heure, cette chape de plomb, cette terreur instituée en
en système de gouvernance, cette justice aux ordres qui rend des verdicts au téléphone et sur injonction. Comment faire pour essayer de rassurer l'opinion publique, de l'inciter à plus de résistance, de ne pas se laisser succomber? Comment faire pour leur dire « n'ayez pas peur » Saïd Saleh. Moi, je pense, si vous voulez, pour le constat est fait, le constat est partagé. Hier, on a eu longuement, justement, le temps de faire ce constat-là. Et c'est un constat qui est connu par tous les Algériens. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas de choses à apprendre aux Algériens concernant la nature du régime, ses intentions, ses pratiques. Voilà, ce que subissent les Algériens suffit de lui-même pour prendre conscience de cette réalité. Mais sinon, pour les défis, c'est vrai, quoi faire? Je pense qu'hier déjà, vous savez, pour nous, déjà, proclamer ce front en lui-même est un acte de résistance, est un acte d'espoir, est un acte, justement, qui permet, voilà, aux Algériens de se libérer de cette peur-là. Je vous le dis, hier, beaucoup de, avant-hier, beaucoup de gens, de militants, surtout après l'arrestation de notre ami Tahar Khouaz, qui est un des fondateurs, un des éléments les plus actifs dans ce front. Après son arrestation, beaucoup de gens ont eu cette appréhension, voilà, de l'interdiction, de l'arrestation. Et vous avez vu que, voilà, même dans la salle... Saïd Saleh, pardon de vous interrompre. Saïd Saleh, sur le plan procéduriel, vous avez été autorisé à tenir cette réunion, et si oui, vous avez mentionné l'objet de la réunion? Alors pour nous, la réunion n'a pas été, donc il n'est pas soumise à autorisation. C'est une réunion interne. Voilà, c'est une réunion qui s'est faite dans un bureau, interne. Il n'est pas soumise à autorisation. Et pour nous, cette question d'autorisation, elle est contraire à la loi, du moment que la Constitution, notamment celle de 2020, dans son article 52, proclame justement le régime déclaratif. Cette Constitution a abrogé le régime d'autorisation préalable. Oui, c'est déclaré, donc c'est une réunion déclarée pour preuve. Donc les services de sécurité étaient présents donc à l'entrée de l'immeuble, donc c'est une réunion déclarée. Il n'y a pas lieu de demander d'autorisation. Pour nous, justement, ce régime d'autorisation est un abus. Il est contraire justement à la Constitution. Il est contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme ratifiées par l'Algérie, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'en parler d'autorisation. Pour nous, c'est un abus. C'est un abus, et on a eu l'expérience pour nous à l'ADH le 22 février. Nous avons tenu donc une réunion dans notre bureau pour célébrer la journée du 22 février. On n'a pas demandé d'autorisation et on n'a pas jugé nécessaire de demander d'autorisation de fait qu'il s'est fait dans notre bureau, et la réunion s'est tenue. Malgré la répression, malgré la pression, les intimidations, la réunion s'est faite. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire concernant d'abord, quoi faire? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des initiatives. Les Algériens continuent encore à résister. Nous ne sommes pas les seuls, justement, à en parler de la répression. Nous n'avons pas le monopole, justement, de cette question-là. Il y a d'autres encore acteurs qui s'organisent. Il y a les avocats, les collectifs d'avocats. Il y a des partis politiques qui continuent encore à résister. Il y a des militants. Il y a le CNLD. Il y a des militants qui continuent encore à faire dans la documentation, justement, des violations de droits humains. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu, justement, de mettre tout cela en synergie, c'est-à-dire coordonner tous les efforts pour être plus efficace. En 2019, on avait un comité de coordination des familles des détenus. Aujourd'hui, ce comité n'est plus, opérationnel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu d'aider les familles à s'organiser, à se retrouver, à se connaître, à être plus, même à faciliter, si vous voulez, un peu la solidarité. Et c'est aussi important de se retrouver en famille parce que, ça remonte le moral, ça sécurise, ça aide, de se retrouver en groupe. Il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui sont isolées, qui sont dans la contrainte, la peur, Donc aujourd'hui, c'est important d'organiser ce côté-là. Mais aussi, il y a un travail aussi important, c'est l'information. Aujourd'hui, malheureusement, l'information n'est pas donnée suffisamment. On n'a pas. Quasiment toute la presse, Saïd Saleh, quasiment toute la presse, si ce n'est quelques titres qui sont
réellement sous une pression absolument incroyable. Presque toute la presse est dans le giron du régime. Elle ne relaie pas ce genre d'action, bien au contraire. Tout à fait, c'est pour cela qu'il faut s'organiser justement pour justement briser cette chape de plomb, pour justement rendre visible cette réalité, cette répression, lui donner un visage, lui donner justement un nom, mais aussi la relayer. Il faut que ce soit l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale sache ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, quand on parle 300 détenus, c'est pas un chiffre, c'est des familles, c'est des noms, c'est de la souffrance, des familles, des mères, des bébés. Et je vous dis, on a des témoignages vraiment insoutenables. C'est vraiment, on n'est pas seulement en train de mettre des militants en prison, mais on est en train de détruire des familles. On est en train justement de châtier carrément des familles. Quand vous mettez quelqu'un en prison, vous allez priver sa famille du travail, vous allez priver sa famille de la sécurité. Les familles, il y a des familles, surtout pour ceux qui sont soutenus, ceux qui sont poursuivis sur l'article 87 bis, ils n'arrivent même pas, à la limite, à faire le voyage, à rendre la visite. Vous savez que le panier a été supprimé pendant maintenant un moment, le panier de visite pour les détenus. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui mérite vraiment d'être, relayée, d'être dite. Ça c'est un côté. L'autre côté, à mon avis, aujourd'hui, aujourd'hui, quand on parle de la répression, bien sûr qu'il y a des initiatives à faire. Donc, notre ami Wahid, je l'ai bien écouté. Donc, il y a ce travail-là, bien sûr, de documentation, ce travail-là de mémoire. Il faut fixer donc cette histoire malheureuse, notamment liée à la répression. Donc un livre noir de témoignages des familles, documenter toutes ces violations, mais aussi il y a un autre travail à faire sur le plan juridique. Je vous dis aujourd'hui, le collectif des avocats, donc je salue vraiment le courage et leur engagement, mais ils arrivent vraiment à bout de souffle. Vous savez, les avocats, c'est un travail, c'est un métier, ils vivent de ce métier-là. S'il n'y a pas un soutien envers les avocats, ils ne pourront pas tenir à la longue. 3 ans, il y a des avocats qui font des voyages, qui payent de leur propre poche. C'est pas évident de tenir. Donc aujourd'hui, il y a lieu de faire ce travail, à mon avis, pragmatique et rationnel. Très bien. Amira Bouraoui, au sujet des familles qui souffrent, comme vient de le confirmer Saïd Salhi, de mille et une façons, c'est quasiment une répression d'un sadisme absolument inimaginable. Par exemple, cette histoire d'envoyer très loin les prisonniers qui sont en grève de la faim pour les priver des visites familiales. Ils sont déjà privés de couffins, ils sont mis en isolement, ils subissent de mauvais traitements, mauvais traitements physiques. Ils subissent une pression morale intolérable. C'est de la cruauté mentale, nous dit-on, et avec des avocats qui n'en peuvent plus, qui subissent eux-mêmes une pression absolument insupportable. Amira Bouraoui, comment faut-il faire de façon concrète pour appeler nos compatriotes à se mobiliser autour des familles des détenus, essayer de les aider, être à leur côté, être aux côtés des avocats qui les défendent? Alors, Monsieur Benchenou, je vous demande d'abord de me laisser lancer un appel. Oui. Un appel à Monsieur Tebboune, qui est légalement le président de la République. Oui. Même si beaucoup et la majorité des Algériens n'ont pas été d'accord avec la façon dont nous sommes arrivés à ces élections du 12 décembre 2019. Je lui lance un appel, à lui en tant que père, qui a été président alors que son fils était en prison. Je pense que comme tous les papas de ces détenus, comme tous les fils, comme toutes les sœurs et les amis, je pense qu'il peut ressentir un tout petit peu le désarroi de toutes ces familles de voir injustement leurs enfants jetés en prison, juste parce qu'ils ont eu le malheur d'y croire, de croire en une Algérie meilleure. Ces enfants, parce que beaucoup de jeunes, je les ai vus moi pendant le Hirak, à partir du 22 février 2019. J'ai vu des étoiles dans leurs yeux, Monsieur Benchenouf.
Jamais le taux de harga n'était descendu aussi bas malgré le soleil. Rien du tout. Ils ont décidé d'y croire. Alors après qu'il y ait eu la mascara qu'il y a eu, et c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse notre bilan en tant qu'opposition. Nous n'avons pas aussi été à la hauteur de proposer une alternative viable. Ce n'est pas de l'autoflagellation, mais il va falloir en parler aussi. Mais aujourd'hui, il est clair que l'urgence est de libérer ces innocents. Parce qu'un seul innocent derrière les barreaux, c'est tout un peuple qui l'est de fait. Parce que ça sera chacun son tour. Voilà, Monsieur Benchenouf. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Adel Jabbar, au sujet de l'assistance qu'il faudra apporter aux détenus et à leurs familles, à leurs avocats, tout particulièrement, je crois, de la part de la diaspora qui pourrait peut-être se mobiliser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que quand on se mobilise pour des actions de ce type-là, on n'a pas besoin de faire du marketing politique ou de faire des annonces publicitaires ou de payer des pages. Si quand même, Adel Jabbar, pour essayer de concrétiser, organiser, se mettre d'accord, désigner des gens qui pourraient s'en occuper. Vous voyez un peu le côté pratique, quoi, je veux dire. Non, à l'extérieur, il y a des gens qui s'en occupent dans une discrétion, dans un anonymat absolu. N'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez des monstres qui vont jusqu'à incarcérer des gens qui reçoivent 4 000 ou 5 000 dinars de dons ou d'aide ou de charité de la part de leurs frères et sœurs de l'étranger. Ils sont en train de coller des accusations d'organisation, d'appartenance à organisation terroriste, parce que les gens ont reçu 10 000 dinars. Donc il ne faut pas publiciser ça. Les actions, il faut les mener dans une grande discrétion, sinon c'est du pain béni pour le DRS et pour sa dictature. Moi, je suis contre ce genre de choses. Quand on donne, quand on s'offre, quand on aide, il faut le faire dans une discrétion absolue. Et il ne faut pas donner des armes, encore une fois, à cette dictature et à ce régime-là. Parce que sinon, ils vont remonter à la source et ils vont couper les ponts. Il y a plein de gens qui ont été mis en prison parce qu'ils ont été présumés appartenir à des organisations que la seule organisation terroriste algérienne qui existe, en l'occurrence le DRS, a qualifié de terroristes. Il y a plein de gens qui sont mis en prison. Tel Mac, comment il s'appelle, Rachad, et bien d'autres. Un de nos compatriotes qui est descendu en Algérie, Monsieur Zouaimia. Ils lui ont collé des accusations dignes des assises. Est-ce que ce n'est pas à cause de son frère qui milite, qui est un activiste très connu, est-ce que ce n'est pas pour envoyer un message à son frère qu'il aurait été interpellé, lui ? Je ne pense pas qu'ils aient visé seulement l'armée. Ils sont en train de viser tous les militants, tous les Algériens de l'étranger pour les terroriser. Le Zhar, c'est un démocrate, c'est un cadre dans une grosse entreprise d'État ici. C'est quelqu'un qui participait avec nous aux marches. C'est pas quelqu'un de violent ou quelqu'un qui est affilié à une organisation, quelle qu'elle soit. Il n'a pas de parti politique. C'est un Algérien qui a l'Algérie dans le sang. Maintenant, pour revenir à cette histoire d'organisation, de structuration, etc., moi je dirais tout simplement, moi j'avais lancé un appel une fois pour dire les premiers qui doivent défendre les détenus politiques, ce sont leurs familles. Elles doivent se constituer en collectif, prendre des avocats et déposer des plaintes. Plus vous les acculez dans leur trou à rats, plus ils cèdent sur leur pouvoir. Sinon, ça ne s'arrêtera pas là. Maintenant, les luttes des Algériens, elles ne se limitent pas uniquement à la marche. Il y a 1001 manières d'engager des luttes pacifiques contre une dictature et la faire tomber. Le Isyan al-Madani, ne pas respecter leur loi inique comme le 87 bis, ne pas payer les impôts, ne pas payer les fax. C'est une guerre. Ils sont en guerre contre nous. Ces gens-là trouvent des ressources
pour nous faire la guerre, mais ils ne trouvent jamais de ressources pour faire la paix. J'ai appris que la DGSN, cette organisation terroriste, a eu encore 2,1 milliards de dollars pour acheter des équipements, de l'armement, prendre des commissions, et ça sur les achats. L'armée prend 13 milliards de dollars, alors que l'Algérie a encaissé à peu près 24 milliards de dollars en 2020. Donc c'est une lutte. Il faut que les Algériens comprennent une chose, que ce soit nous à l'étranger qui faisons ce que nous pouvons, parce que nous ne nous arrêtons jamais de dénoncer, de médiatiser la dictature, la répression et l'oppression qui s'abat sur notre peuple, mais nos frères de l'intérieur aussi doivent prendre leur destinée en main. Il ne faut pas donner son destin à des criminels et des assassins. Très bien. Mais Nasser el-Jinn, ce n'est pas lui qui va construire l'Algérie de demain. C'est Tajadid, c'est Ibrahim el-Alami, c'est tous les jeunes fleurons de l'Algérie qui, dans le destin, collera avec celui de l'Algérie. Un vieillard, un criminel comme Nuzar ou comme Tawfiq, qui sont des poules mouillées quand elles n'ont pas des gens autour d'eux avec des mitraillettes, mais qui n'ont rien en plus dans la tête. Mais Serkou, il dit, ou le Balh, quand on a Bourgeot avec Bouchaoui, il y a un Nuzar avec Bouchaoui. C'est des prédateurs, ces gens, c'est des criminels, c'est des assassins qui détestent l'Algérie et son peuple. Très bien. Ils n'aiment pas l'Algérie, ils n'aiment pas le peuple algérien, ils l'ont démontré depuis 62. Vous ouvrez la gueule, ils vous tirent dessus à balles explosives dans la poitrine. Donc, il ne faut pas khafou maintenant. Saïd Salhi, est-ce que vous êtes d'accord qu'il ne faut pas s'organiser, qu'il faut essayer de se solidariser dans la discrétion du moins, ou alors est-ce qu'il faut réellement mettre en place des structures, des associations, j'allais même dire des ONG peut-être, pour essayer de venir en aide aux familles des détenus qui se chiffrent, rappelons-le, pour ceux seulement qui sont en prison en ce moment, qui sont en incarcération, à plus de 300. Et je ne parle pas des milliers qui ont été libérés. Saïd Saleh. Moi, je vous dirais, depuis le début du Hirak, j'ai défendu l'idée de l'organisation. Moi, je ne crois pas à un mouvement sans organisation. Je ne crois pas à une résistance sans organisation. L'organisation, c'est la clé de toutes les révolutions, de toutes les luttes, de toutes les réussites. Bien sûr, il y a plusieurs formes d'organisation. Même chose pour la solidarité. Il y a plusieurs formes de solidarité. La solidarité n'est pas seulement matérielle, elle est déjà morale. La solidarité, vous savez, le fait d'en parler, le fait de leur donner la parole aux familles, de témoigner, de dire un peu leurs besoins, de dire leurs souffrances, c'est un acte de solidarité. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous aussi, quand on parle de la solidarité, quand on parle des formes d'organisation, on fait en fonction, bien sûr, des opportunités, en fonction du terrain, voilà, des exigences du terrain, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, la situation, il est difficile. Elle est difficile pour les familles. Et quand je parle, pas seulement des familles, je parle aussi des avocats. Bien sûr, il faut trouver les moyens les plus efficaces, les plus, pertinents. Ça, c'est le devoir des militants, le devoir des organisations. Mais aujourd'hui, moi, quand je parle de l'organisation, je vous dis qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, mais malheureusement, face à la répression, face à l'ampleur de la répression, aujourd'hui, on a besoin justement de rationaliser ces efforts. C'est pour cela que le front en lui-même, d'ailleurs, dans le front, il y a un appel à la fin, il y a un appel envers les autres, justement, entités, les autres organisations, au-delà de ce qui existe déjà dans le front, les partis politiques, les ligues, la société civile, le collectif des avocats, tous ces gens-là qui continuent encore à résister. Le front est encore ouvert, justement, pour aller, pour un espace plus large, un espace qui doit permettre, justement, aux Algériens de se retrouver ensemble pour faire face, justement, à ce rouleau compresseur
et pour voilà infléchir à la limite cette tendance répressive. Mais sinon, pour le reste, moi je pense aujourd'hui l'organisation est aussi sur le plan justement de l'accompagnement juridique et sur le plan de la documentation des violations et sur le plan justement de la saisine des instances internationales, de l'opinion internationale, ce travail-là de coordination avec notre diaspora aussi. Aujourd'hui les Algériens chaque jour les Algériens entreprennent des initiatives, des actions, mais aujourd'hui on n'est pas dans le hirak. Moi je suis tout à fait d'accord avec mon ami Dr Bouraoui. On n'est pas en 2019. Je pense qu'il faut faire aussi son propre mea culpa. Il faut être réaliste, il faut voir les réalités en face. Aujourd'hui nous sommes vraiment en situation difficile. Il y a quand même des moments de reflux, il faut les assumer. Je parle bien sûr de la mobilisation, il faut les assumer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut être plus efficace, il faut être plus pertinent. Et il faut faire son propre, une analyse, je dirais, plus ou moins, à la limite, réaliste. C'est pour cela que moi, dans cet appel, et je reprends l'appel d'hier du Front, tout est à faire, vraiment, tout est à faire aujourd'hui, sur le plan de l'organisation, tout est à faire, Restez avec nous, Saïd Saleh, je reviens à vous pour un dernier tour de micro. 1 minute chacun, nous avons fini le temps de l'émission. Amira, en 1 minute, le mot de la fin. Alors, je tiens rapidement, ça prendra 20 secondes, à répondre à l'avant-dernier intervenant qui était très radical dans son discours, et je tiens à signaler que ce sont certains slogans de radicalité. Adel Jabbar. Ce sont ces discours de radicalité qui viennent souvent de l'extérieur du pays, qui ont beaucoup influé sur les jeunes ici. Des discours radicaux traités, par exemple, comme je l'ai entendu tout à l'heure, la DGSN de terroristes ou je ne sais quoi. On ne peut pas vivre sans institution dans un pays. Il ne peut pas condamner des milliers de jeunes et de personnes et de cadres qui travaillent dans la police, qui assurent tous les matins le dehors, avec les voitures. Moi, ce qui me réveille en premier dans mon quartier, c'est le sifflet du policier, parce qu'il fait en sorte qu'il n'y ait pas d'accident et que des enfants puissent traverser la rue, etc. Non, on ne peut pas être aussi radical, et c'est les discours de radicalité qui ont mené ces enfants aujourd'hui en prison, parce qu'à un moment ils y ont cru, ils n'ont pas pesé le pour et le contre, ils n'ont pas pesé le mot, ils n'ont pas pesé le sens, et parfois on les a jetés en prison juste parce qu'on les a. Il faut travailler de manière intelligente, j'ai toujours été contre le slogan faire chuter le système, faire chuter le régime, parce que j'ai vu comment ça s'est passé dans les autres pays où on l'a fait chuter de manière violente, sans proposer d'alternative. On ne l'avait pas. Pendant les 20 ans de Bouteflika, on ne pouvait pas parler politique. On ne disait absolument rien, on n'avait pas le droit à la parole. On était dans une sorte de cirque. 20 ans sont passés pour créer une nouvelle génération qui doit effectivement avant tout penser la réflexion. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, et là je réponds à monsieur Salhi, qui me dit il ne faut pas se précipiter, etc. Mais après chaque réflexion, il faut que ça puisse mettre au monde une action. Sinon, les réflexions, ça ne restera que littérature. Et je me permets de vous interrompre. Finalement, ce sera 2 minutes pour chacun, puisque vous avez un peu débordé, Amira. Adel Jabbar, vous aurez donc 2 minutes. Moi, je suis un peu surpris par ce genre de discours qui renvoie dos à dos la victime et le bourreau. On parle de radicalisme, on parle de discours radical. Le peuple ne s'est jamais radicalisé. Le peuple a demandé pacifiquement un changement. Il a déroulé sa constitution pendant 2 ans dans des slogans extraordinaires pour dire appliquez-nous le 7 et le 8, la souveraineté nous revient. Ce n'est pas le peuple qui a fermé la porte des négociations. Le peuple, à travers certains hirakistes qui sont connus, ils ont fait des propositions au régime. C'est le régime militaire dictatorial et sa police oppressive et répressive qui ont fermé la porte à double clé, qui ont mis une chaîne et un cadenas, comme ils l'ont fait un jour à l'APN, à l'ex-président de l'APN, qui, quand il avait quitté l'APN pour aller prendre un café en face de la Grande Poste,
Et donc moi, ce genre de discours-là ne rentre pas dans ma tête. Moi, je ne renvoie pas dos à dos l'oppresseur et l'opprimé. Je suis du côté de ces gens, de ces jeunes et de tous les citoyens algériens qui sont opprimés, qui sont mis en prison par un régime illégitime, dictatorial, violent et oppressif. C'est comme ça. Donc, si vous voulez donner votre dos à ce régime pour recevoir des coups de bâton, ce n'est pas à mon âge que je le ferai. Je ne l'ai pas fait depuis plus de 45 ans. Donc, ما كانش الحل مع الناس هادو. الحل الوحيد c'est de s'asseoir autour d'une table et de négocier. Vont-ils accepter de discuter? Eux, les illégitimes, qui ont une mitraillette sur le bureau et qui nous imposent leur politique de répression. Ils ne feront jamais. L'ont-ils fait? Y a-t-il eu parmi eux des généraux ou des responsables militaires? Parce que le pouvoir est strictement militaire dans cette région, dans ce pays-là. Y a-t-il eu quelqu'un qui a élevé sa voix pour dire Moi, j'ai dit un jour que je préfère de loin un colon étranger, parce qu'elle a béni étranger, parce que je qu'un colon qui me ressemble, non, moi je ne fonctionne pas comme ça, et je ne cesserai jamais de dénoncer la violence et l'illégitimité et l'illégalité de cette dictature. Saïd Salhi, vous avez le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, moi je pense, il y a une initiative, là, il y a un appel adressé aux Algériens, adressé à tous les acteurs justement qui continuent encore à croire au changement, à croire justement à ce combat, aux Algériens qui résistent notamment face à la répression. L'appel est ouvert, le front est ouvert, aux Algériens de s'organiser. Je reviens encore au mot de l'organisation, je crois, et puis maintenant c'est un chantier, nous avons donc fait l'appel. Il va y avoir d'autres réunions. Il y a un comité de coordination qui est installé. Le comité est encore ouvert donc à toutes les initiatives, à tous les autres de rejoindre le comité. Et puis concernant les actions, concernant le plan d'action, on le pensera ensemble. Donc l'espace est ouvert justement au débat, à la réflexion et bien sûr aux propositions. Je resterai sur ça. Pour le reste, moi je dis que aujourd'hui il y a une urgence. Pour nous, au-delà, bien sûr, des perspectives politiques, l'urgence aujourd'hui, c'est justement la répression, c'est justement de libérer la parole, de libérer, les initiatives. Et nous espérons qu'il y ait d'autres initiatives, justement, pour, infléchir cette tendance et cette escalade de la répression. Merci à vous. Merci donc à tous les invités. Saïd Salhi, merci beaucoup. Wahid Ben Halla, merci beaucoup. Amira Bouraoui, merci beaucoup. Adel Jabbar, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qala khair, salama.